je vous dis que comme Bobino, il est inscrit dans l'imaginaire des enfants qui ont grandi dans les années 50 et 60, et si je vous dis qu'il est logé pour toujours dans votre grenier aux images, alors vous le voyez tout de suite avec ses cheveux blancs, son dos voûté et surtout cette voix chaude et ronde qu'il avait. C'est bien sûr grand-père Caillou, ce grand-père qui venait nous visiter toutes les semaines. J'ai envie de vous présenter l'émission qui suit en paraphrasant le comédien Gérard Poirier qui dit dans le documentaire « André Caillou est un être d'exception, une présence bénéfique, un être qui vous fait du bien. Donc, cette biographie vous réconfortera. » André Caillou saura vous rassurer en vous montrant la pérennité des choses importantes comme l'amour, la sensibilité et la curiosité. On souhaiterait qu'il soit toujours là, tout prêt à raconter ces histoires qui ont su séduire tant de générations d'enfants québécois. On souhaiterait qu'il nous inspire quand parfois on est en mal d'imagination pour raconter des histoires à nos enfants et à nos petits-enfants. Comme il aime à le dire lui-même, il n'a pas peur de retomber en enfance. Il n'en est jamais tout à fait sorti. L'imaginaire a toujours été au centre de sa vie. Pourtant, André Caillou est né en 1920 dans une France ravagée par la Première Guerre mondiale. Très jeune, il apprend les vertus du monde imaginaire, il est affecté par la scoliose, et ce qu'il ne peut pas faire avec ses jambes, il le fait avec les ailes de son imagination. Vous allez le voir, ce n'est qu'en 1952 qu'André Caillou s'installe au Québec, l'année même où la télévision francophone fait ses débuts dans nos vies. Il n'a que 32 ans et s'apprête à devenir grand-père Caillou. Notre vie, mais on a à vivre notre rêve. Il faut d'abord commencer par avoir un rêve, avoir une étoile, quelque chose où s'accrocher. Et c'est ça l'enthousiasme qui fait qu'on s'accroche à quelque chose qu'on peut peut-être pas définir, qu'on peut pas raisonnablement définir, parce que c'est quelque chose qui n'est pas défini. Mais c'est quelque chose, c'est la vérité qui s'offre à nous. Auteur, comédien, musicien, animateur et magicien, André Caillou demeure pour des générations de Québécois le merveilleux grand-père Caillou du petit écran. Personnage incontournable de l'histoire de la télévision et du théâtre pour enfants, André Caillou est né le 30 mai 1920. Je suis né à Issoudun. Issoudun, pli charmant dans la plaine berrichonne en fait. C'est le centre de la France. Si vous mettez une carte de France en équilibre sur votre doigt, dès qu'elle est en équilibre, et vous regardez où est votre doigt sur la carte, vous êtes chez moi. André Caillou a eu 5 frères et sœurs. Son frère Michel, qui a écrit les textes de la série Bobino durant 28 ans et la série Nick et Pic, s'est aussi fait connaître grâce au personnage de Michel le magicien dans La boîte à surprise. Mon père était berrichon, c'était un vrai berrichon. Mon père a fait son apprentissage comme cuisinier de métier. Il a fait la guerre de 14. Et à son retour, bon, il a rencontré ma mère, qui était une demoiselle Robe. C'était son nom. Et ils se sont mariés, voilà. Et André a été le premier-né de la famille. C'est mon frère aîné, nous étions 6. Nous étions 6, moi j'étais le 4e. Et j'ai 11 ans d'écart avec André. Je pense que c'est ma mère qui m'a ouvert les horizons du côté des arts. D'abord, elle était très douée en dessin. C'était dans l'âme, une musicienne. Elle avait une très belle voix, elle chantait. Elle avait pris quelques leçons de piano, mais elle savait très bien solféger. Alors quand j'ai commencé à apprendre la mandoline, j'ai pas eu de professeur. Mais ma mère me disait « Ah, tu veux cet air-là? La tirée d'autre do si si fa. » Alors je faisais la tirée d'autre do si si fa. Non, c'est un dièse. Bon. Et puis comme elle était très douée en dessin, elle me disait « Oh, regarde comme c'est beau ça. » Et puis elle trouvait un texte, un
quatrain dans un poème. Je dis, regarde comme c'est beau ça. Et donc elle a toujours encouragé mon côté écriture. Enfant, il était très délicat et souffrait d'une scoliose. Il se souvient du grand balcon de la maison devenu son observatoire. C'est durant cette enfance marginale qu'il s'envole dans l'imaginaire. Je ne pouvais pas toujours aller à l'école avec les camarades, je prenais du retard. Je les voyais passer, ils partaient en bicyclette, je leur faisais signe comme ça. Puis je me disais, ah, ils s'en vont en promenade au bois du roi. Eh bien moi, mon lit, c'est une soucoupe volante. Puis j'imaginais que je voyais la Chine, oh, les pagodes, les rizières, l'Égypte, les pyramides, le Sphinx. C'est comme ça, je pense, que j'ai développé le goût des voyages. Ce que je ne pouvais pas faire avec mes jambes, je le faisais avec les ailes de mon imagination. Ça a failli me perdre. Parce qu'à un moment donné, on risque de se déconnecter de la réalité. C'est tellement passionnant, ce qu'on peut vivre dans l'imaginaire. Mais faut garder quand même les pieds sur terre. Dieu merci, j'ai pas tout à fait dérapé, mais c'était juste. Cet imaginaire dont Einstein a dit que c'était plus important que l'intelligence. Cet imaginaire, je le vois se réduire comme une peau de chagrin. Je demande à des jeunes de première, deuxième, troisième année, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oh, ils veulent tout faire. Ils ont plein de projets. J'arrive à la fin du primaire, au secondaire, dans les cégeps. Ça te mène à quoi tes études? Qu'est-ce que tu as le goût de faire plus tard? Bon. Faut sauver l'imaginaire. Deux oncles ont initié André et Michel à la magie. Les spectacles qu'ils présentaient à leurs voisins et camarades avec leur sœur Madeleine meublent leurs souvenirs. Encore aujourd'hui, André et Michel visionnent des spectacles de magie dans leurs moments de loisirs. On disait que l'oncle Ernest faisait apparaître des petits drapeaux. Ah oui, comment il pouvait faire ça? Alors je m'intéressais aux livres qui parlaient de magie. À Noël, au lieu de demander, je sais pas moi, n'importe quel jouet, je disais j'aimerais avoir une trousse de magicien. Alors j'avais un œuf en celluloïd, j'avais un foulard, l'œuf était creux, on pouvait rentrer le foulard. Bon. Puis alors auprès de mes petits camarades, eh bien ça a commencé comme ça. On savait que je m'intéressais à la magie. À l'école, au lieu de me donner n'importe quel livre, on disait André Caillou, lui, on va lui donner un livre qui parle de magie. On avait un grand-oncle maternel qui s'appelait Samuel Caillou, qui était, c'était pas son métier, mais il était vendeur forain. Il a vendu aussi bien des parapluies que des chevaux. Il se promenait beaucoup à travers la France comme vendeur forain. Et pour attirer sa clientèle, il faisait des tours de cartes. Et chaque fois qu'il passait par Issoudun, ma ville, il s'arrêtait chez nous, bien sûr, et il nous faisait des tours de cartes. Et nous, on était emballés par ça. Et alors, par la suite, André, qui était mon aîné, moi j'étais donc 11 ans plus jeune, je suivais très loin, mon frère André a reçu une boîte de matériel à magie, dont je me souviens encore. Il y avait des objets d'époque, il y avait par exemple des espèces de cloches en métal qu'on plaçait sur un pot, et quand on retirait la cloche, il y avait une fleur qui était apparue. Alors André avait tout ce matériel, il s'en servait presque en secret, il aimait ça, c'était kabbalistique presque. Et moi, dès que mon frère était parti, j'ouvrais sa boîte, sa petite mallette, et je faisais les tours. Dans la magie, ce qui fascine, au fond, c'est l'extraordinaire et c'est le merveilleux. On a un foulard, et puis tout à coup, il disparaît. Alors, on veut savoir comment que les objets disparaissent de sous nos yeux. C'est pas normal, c'est extraordinaire. Alors, nous avons en nous un appétit d'extraordinaire. C'est ça qui nous pousse à découvrir. Là, je possède notre première baguette magique, à mon frère et à moi. Mais elle a une origine tout à fait originale, tout à fait... En fait, c'est le tuyau d'arrivée du gaz d'éclairage dans notre cuisine.
Dans ces années-là, l'électricité arrivait. On a gardé longtemps, je ne sais pas pourquoi, l'éclairage au gaz dans notre cuisine. Et quand on a arrêté, quand on a transformé le système d'éclairage, quand on a voté pour l'électricité, on a récupéré le tuyau qui amenait donc le gaz au lampadaire et on a dit ça ferait une baguette magique formidable. Vous aidez, oui, je me souviens de la chanson, allez. Oui. Au Bonaparte Télévision, fais-nous ta magie. Quand on t'appelle, tu réponds, la gigue don. Hein? Oh, par exemple, Mais c'est pas Virginie? c'est le plus vieux lutin de la télévision. Nous avions une voisine qui donnait des cours de diction. C'est comme ça que j'ai mordu au théâtre, d'ailleurs, très jeune, parce que, en plus, nous avions un directeur de troupe qui était notre voisin. Alors, de temps en temps, il faisait la cour à ma mère, il disait, je suis en train de monter un pagnol, et puis ça commence dans une classe, il me faut des élèves, il me faut des jeunes, Escandré et Madeleine, qui était ma sœur cadette, pourraient pas participer au spectacle. Leur maman disait oui, mais ça va leur faire manquer l'école. Ils disaient non, 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 ils n'en souffriront pas dans leurs études. Et c'est comme ça que j'ai attrapé le virus, je pense. André Caillou débute sa carrière au théâtre dès l'âge de 11 ans, dans une pièce de Marcel Pagnol, Topaz, présentée par le groupe artistique Issole Dunois. Il sera de plusieurs tournées en Europe au cours des années suivantes. Issu d'une famille pauvre, il doit travailler comme apprenti électricien. Les missionnaires du Sacré-Cœur découvrent son talent et deviennent ses mécènes. Il se passionne pour le Moyen-Âge, lit l'hébreu, rédige des cahiers de magie, songe un moment au missionnariat et étudie la philosophie 6 ans, dont 4 en Suisse. Ses études le marqueront pour la vie. On s'imagine que c'est avec les cheveux gris qu'on devient philosophe. Ça ne vient pas avec les cheveux gris. Moi, à 20 ans, j'ai fait ma crise. Je pense que tout le monde en fait une dans sa vie. Tout à coup, on panique parce que je me disais, oh, j'arrive à 20 ans, j'aurais voulu, je ne savais pas quoi. Je suis Gémeaux. Et comme tous les Gémeaux, je suis doué pour différentes choses. Alors on risque, quand on est Gémeaux, de se trouver comme l'âne de Buridan. Vous savez, qui se trouve entre deux bottes de paille. Je commence par celle-là, je commence par celle-là, et on ne sait pas, puis il meurt de faim entre les deux bottes de paille. Alors c'est un petit peu la crainte qu'on peut avoir quand on est Gémeaux. On se sent capable de toutes sortes de choses, puis finalement, ça aboutit pas. Puis j'avais 20 ans, puis je bouillais intérieurement. Mais est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Pourquoi est-ce que c'est ça en moi? Peut-être c'est comme ça que la philosophie m'a planté son aiguillon. Puis vous savez, une fois qu'on a ça d'enfoncer dans l'âme, ça ne sortira pas. On a joué ensemble tout le répertoire de Léon Chancerelle de l'époque, Les Irascibles, L'impromptu du médecin, on a joué ça. On avait même monté un numéro de clown tous les deux. Lui était le clown blanc, il s'appelait Patraque, et moi j'étais l'Auguste, je m'appelais Michelos. Patraque et Michelos, et on a fait des tas de kermesses, des tas de spectacles à l'époque ensemble. En fait, on ne se quittait pas spirituellement, on était très liés, très amis. Un ami lui annonce que les compagnons de la musique sont à la recherche d'une belle voix de basse à Paris. Une occasion qui lui permet de prendre le vent. André a passé une audition chez les compagnons de la musique comme basse. Mais ma mère, quand il est parti passer l'audition, a pensé « Je connais mon fils, c'est un rêveur, il va mal se débrouiller ». Elle m'a chargé une mission. Et moi qui avais donc 11 ans de moins que lui, j'avais à peu près 17 ans à l'époque, j'ai emmené mon frère chez les compagnons de la musique et c'est moi qui l'ai chaperonné pendant qu'il passait son audition, qu'il a d'ailleurs superbement réussi. Les compagnons de la musique sont venus au Canada. André n'était pas de ce voyage. Mais ils ont rencontré, ils sont devenus amis avec le Père Legault et les compagnons de Saint-Laurent. Et quelque temps après, la sœur du Père Legault, qui s'appelait Alice, est venue à Paris. Elle a été voir les compagnons de la musique, ses amis. Elle a rencontré mon frère et elle a dit « Je pense que tu serais fait pour entrer dans les compagnons de Saint-Laurent ». Et c'est ainsi que, quelque temps après, il est venu avec armes et bagages ici.
chez le père Legault. Il a travaillé pour les Compagnons de Saint-Laurent, juste à l'aube de l'époque où la télévision est apparue. Et de là, il a fait un bond à la télévision. Il est devenu le grand-père Caillou, il est devenu Monsieur Toc, et toute sa carrière est née à ce moment-là, je pense. Alors voilà mes racines, mais très vite je suis parti avec ce que mes racines m'ont fait. Voyez-vous, je ne suis pas du genre à me replier sur mes racines, à retourner tout le temps. Un arbre qui veut grandir, il se déploie. Ses branches se dressent vers le ciel. On dirait qu'il veut prendre de la distance. Avec les racines le nourrissent, mais il se développe. Voilà donc André Caillou en sol québécois en 1952, à 32 ans. L'aventure des Compagnons de Saint-Laurent dure 1 an et demi. La troupe de théâtre est aux prises avec des difficultés financières et le père Legault doit abandonner. Mais il m'a dit, ça je pense que personne ne le sait ou à peu près, André, j'aimerais ça que tu prennes la relève. Je lui dis non. Père Émile, je suis capable de noyauter une équipe, mais je suis pas j'ai pas une âme de directeur de trop poussé. Je vais être pire que vous. On n'y arrivera jamais. Moi, je pensais que c'était pour l'an 2000. Et puis, j'avais 32 ans, en 1952. J'étais chez les Compagnons de Saint-Laurent, puis tout à coup, le téléphone sonne. Puis je dis, ah, on va me demander pour jouer dans une pièce de théâtre. Mais non, j'entends allô ici, la télévision. La quoi? Rien, parce que je me trouvais brusquement collé corps contre corps, un petit choc charmant, avec l'exquise personne qui se trouve présentement ici. Non, là, corps contre corps, nez à nez, bouche à bouche, les yeux dans les yeux, on en louche. Le petit écran a fait son entrée dans les foyers en 1952 et on retrouve André Caillou animant Tic Tac Toc, un quiz pour enfants. La même année, avec Pépineau et Capucine, c'est le grenier aux images de Grand-Père Caillou qui prend l'antenne. Un immense succès. Cette série lui mérite le trophée Frigon pour le plus grand apport à la télévision et le meilleur rôle de composition. Le grenier aux images. Gros cadeau, grand-père. Un groupe. Oh, le beau chapeau au corps. Ah, il est beau, hein? Ah, il vient de la planète 300. Oh, grand-père, allez-vous au bal? Bien. C'est Jean-Paul Ladouceur qui me fait venir un jour dans son bureau. Il avait vu le succès de l'émission. Il m'a dit, André, il m'avait invité plusieurs fois chez lui. Quand tu prends mes enfants sur tes genoux et que tu leur racontes une histoire, il dit, c'est ça que je voudrais à la télévision. Je voudrais que, parce qu'il y avait toujours le fameux défi à relever, à l'heure où les mamans ont les mains dans les casseroles, je voudrais qu'elles puissent dire, assieds-toi, on va te raconter une histoire, tiens-toi tranquille. Ça fera leur affaire, ça fera l'affaire des enfants, je te connais, t'es capable. Ami de longue date d'André Caillou, Fernand Doré a été directeur des émissions de la section jeunesse de Radio-Canada dans les années 50. Il a aussi prêté sa voix à Monsieur Blanc dans Pépineau et Capucine et initié La boîte à surprise. Ce fut le refuge pendant le nuit, boîte de lunettes cornélées. Parce qu'au tout début, les budgets étaient très maigres, hein, et on demandait tout. Le plus possible aux collaborateurs, et c'était André qui faisait les textes, qui interprétait, qui participait ou définissait en un sens le décor, avec Jean-Paul Ladouceur, qui était le réalisateur en même temps que le chef de la section, et qui avait fait, lui, du film d'animation, et bon, bref, et à un moment, je pense qu'André s'est rendu compte qu'il faisait trop. Il en faisait trop, ça n'a aucun sens. Et Ladouceur lui a fait rencontrer Alec Pelletier, qui avait écrit beaucoup pour les jeunes, et qui avait, elle aussi, beaucoup de talent. Et je pense que ça a été l'équipe qui a mené le bal là, pendant les 10 ans où j'étais à Radio-Canada. Un lutin qui empruntait la voix de Paul Bayard.
Paul Bayard, comédienne extraordinaire, dont on n'a utilisé qu'une infime partie de son talent. C'était une marionnettiste remarquable. Mais elle a autant de talent, elle avait, parce que malheureusement elle nous a quittés, elle avait autant de talent que Clémence Desrochers, c'était une fantaisiste. En tout cas, Époque marquée par l'enthousiasme de l'imaginaire, les débuts de la télévision pour enfants ont laissé des souvenirs impérissables. Il y avait une ferveur, il y avait un enthousiasme. On était là pour créer, faire créer, aider à créer. Voilà. La télévision pour enfants, au début, c'était merveilleux. Nous avons eu la chance d'avoir un directeur de section jeunesse qui s'appelait Fernand Doré, qui était éblouissant d'idées. Il avait des idées formidables. C'est lui qui a conçu cette fameuse boîte à surprises où ont été formés des tas de comédiens, que ce soit Kim Yaroshevskaya, Fanfreluche, que ce soit les clowns Bimessol, que ce soit Piccolo. On apprenait la télévision ensemble. Le verre, il est arrivé tout simplement dans ma poche. Bonjour. La carrière télévisuelle d'André Caillou durera plus de 30 ans, au cours desquels il sera l'un des artisans majeurs de la télévision pour enfants. Il l'animera, interprétera une foule de personnages et écrira plus de 3500 textes. Mentionnons entre autres le Père Noé, Ulysse et Oscar, Allô Grenouille, Virginie, Maître Pierre, le Grand Manitou, Monsieur Nicolas et le Moulin aux images. je pense que c'est encore le grand-père du grenier aux images qui me tient le plus à cœur. Quand la vie a fait que je suis effectivement devenu grand-père, je suis devenu mon personnage. Je suis devenu mon personnage, mais je l'étais déjà. Vous savez, on finit par être habité par un personnage qu'on fait longtemps. Et là, j'ai vu que mon instinct ne m'avait pas trompé. Je crois être, pour tellement des milliers d'enfants d'adoption, le grand-père que je suis pour mes petits-enfants. J'ai pas changé d'un iota, j'ai rien à modifier. Simplement, la vie m'a apporté sur un plateau ce merveilleux cadeau d'avoir des petits-enfants. D'avoir des enfants, c'est merveilleux. Nous avons travaillé parallèlement. Moi, lui comme grand-père Caillou, comme animateur de Tic Tac Toc, comme auteur de séries qu'il interprétait lui-même, et moi, parallèlement, comme auteur de Bobino, comme Michel le Magicien, comme auteur de Nick Epic, etc. Nous nous sommes côtoyés, mais pratiquement sans jamais se rencontrer sur un plateau, sauf une fois. Cette fois-là, c'était pour un Noël à la boîte à surprise. C'était un rêve. Cette émission tournait autour d'un rêve et lui était devenu un grand-père, avec sa barbe de grand-père Caillou, mais un grand-père qui ressemblait beaucoup plus à Merlin l'Enchanteur. Alors que moi, j'étais un magicien plus classique que celui que j'interprétais d'habitude, avec un chapeau haute forme. Et je possède quelques photos de cette époque. C'est vraiment la seule fois, je pense, où nous nous sommes retrouvés ensemble sur un plateau. La passion pour un public jeune, oui. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est un public qui n'est pas poli. Si ça leur plaît pas, vous allez le savoir tout de suite. Ça va se mettre à discuter dans la salle, où ils vont vous dire « Elle est plate ton histoire ». Ça vous ramène à la véritable humilité, hein? Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. Les meilleurs critiques, ce sont les jeunes. Frisson, si au moins j'avais quelqu'un pour m'aider. Il y a toi, bien sûr, tu es très gentil, mais on va montrer des photos. Qui est là? Où ça? Regardez, monsieur Bert. Oh, bonjour Fred, comment ça va? Mais Fred, vous connaissez Fred Bach. Bonjour.
Fred, voulez-vous nous faire des beaux dessins? Je vais expliquer, je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais vous ferez des... Il va faire des dessins comme il a l'habitude d'en faire. Ça, c'est magnifique, Frisson. On applaudit, mes petits amis. Applaudissez Fred Bach. C'est votre grand ami, Fred Bach. Un gars très riche, un gars très généreux, un gars qui, j'en suis convaincu, a toujours aimé les enfants. On me dit des fois, toi tu pourras pas retomber en enfance, t'en es jamais sorti. André Caillou n'en délaissait pas sa carrière au théâtre pour autant. Comédien, auteur et metteur en scène, il a joué dans 175 pièces, dont 90 au théâtre du Rideau Vert. Gérard Poirier se souvient de leur début au Rideau Vert. J'ai connu André au milieu des années 50, donc si on calcule bien, ça fait plus de 40 ans, quoi. Et je l'ai connu, bien sûr, je ne vais pas vous révéler grand-chose en vous disant que je l'ai connu par le biais du théâtre. André, à peu près à la même époque que moi, a fait ses débuts au théâtre au Rideau Vert, qui a été pour moi aussi une maison capitale et importante dans ma carrière. Et comme au tout début, le Rideau Vert avait constitué une sorte de petite compagnie, qui en était une sans en être une, mais enfin, on revoyait quand même à l'affiche les mêmes têtes pendant quelques années. Dans mon cas, ça fait presque 15 ans, et je crois que pour André, c'est tout autant, sinon plus. Alors, on se retrouvait donc régulièrement sur les mêmes affiches, André et moi. Nous avons donc partagé non seulement des personnages sur scène, mais nous avons partagé la même loge. Nous sommes allés souvent donc répéter, des répétitions qui étaient bien différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. On allait manger après le spectacle, enfin tout ce que suppose une activité au théâtre, quoi. C'est une époque folle, parce qu'à ce moment-là, les jardins de grand-père avaient été créés, donc j'avais plusieurs jours par semaine des animations avec des groupes de jeunes. J'écrivais 2 séries, pendant plusieurs années, 2 séries pour la télévision. Je les enregistrais, je faisais de la synchro, je visitais assez souvent les studios. Et puis en général, j'avais la réputation d'être en caoutchouc. On disait, oh, cette scène-là, il y a un bonhomme en gros plan, il a bu, il bafouille, on va demander à Caillou de faire ça. Parce que je me débrouillais assez bien dans ce genre d'exercice. Alors je faisais de la synchro, je jouais le soir au théâtre, je répétais dans l'après-midi parce que j'ai été 5 ans directeur de la section jeunesse, il a fallu que je tombe malade pour qu'on cesse ces activités-là. C'était une période vraiment folle. Nous jouions une pièce française. C'était une soirée de grand gala. Les dames étaient en robe longue, les messieurs en habits. C'était vraiment très, très élégant. Je garde d'ailleurs un souvenir ému de cette soirée-là. Mais je vous raconte tout ça pour vous dire que dans cette pièce que nous jouions, André était de la distribution. Il faisait une sorte de majordome, ou alors, comment dire, de valet, si l'on veut. Et comme le théâtre avait été prêt, en fin de compte, à la toute dernière minute, on essuyait les plâtres, vraiment. Et donc, le soir de cette première, nous n'avions pas encore répété véritablement dans les vrais meubles. C'est uniquement pendant le jeu que nous avons connu les véritables meubles. Mais il s'est produit, je ne sais plus pourquoi, il y a trop longtemps de tout ça, que tout à coup, était-ce au 2e acte, nous entrons dans un décor où on a oublié de mettre les meubles. Il n'y a pas de chaise. Or, la mise en scène, bien sûr, prévoit que l'on s'assoit, que l'on se relève, et ainsi de suite. Et c'est André, avec un flegme, avec un humour merveilleux, qui a sauvé la situation. Il a frappé à la porte du décor, il est entré, et il a dit « Madame, le tapissier est là avec les chaises. Me permettez-vous de les faire entrer ?» Et c'est comme ça, donc, que nous avons récupéré notre mobilier et qu'on a pu enchaîner avec la pièce, quoi. J'ai préféré, ou qui m'aurait le plus marqué,
Je pense que celui dont je suis le plus fier, pas en tant que personnage, mais en tant que j'ai réussi, je pense, à bien le jouer ou à l'être, parce que c'est ce que ça devrait être, on devrait devenir le personnage, c'est le rôle de Samponietta dans Ce soir, on improvise de Pirandello. Il y a le metteur en scène était Guy Hoffman, et j'ai eu un plaisir fou à jouer ce personnage. Et il y a une scène notamment où j'arrive en scène avec un poignard fiché dans le ventre, et c'est tellement grotesque que je suis pris d'une scène de fou rire. Et toute la troupe qui est autour de moi, tous les personnages, dont Denis Pelletier, je la revois encore, Guy Hoffman, tout le monde rit. Et j'ai 3 secondes pour passer de l'hilarité générale au drame, et je m'écroule sur la scène après juste quelques phrases. Et c'est un tour de force, je pense, de réaliser cette scène, et j'avoue que j'ai eu un plaisir énorme, parce qu'il fallait que la salle, qui riait avec tout le monde, tout à coup se fige et qu'on comprenne qu'il est en train de mourir. Et ça n'a pas raté une seule fois. André donnait sur scène une impression d'aisance d'abord, de très grande aisance, de contrôle absolu de lui-même et de la situation. Il donnait toujours l'impression que, mon Dieu, le toit du théâtre aurait pu s'effondrer et qu'il serait demeuré imperturbable, avec le même sourire, continuant la pièce comme si de rien n'était. C'était une présence extrêmement rassurante à nos côtés, André, sur une scène, dans une distribution. En 1961, on lui demande d'assumer la direction de la section pour enfants du théâtre du Rideau Vert. Intéressé, il convainc Yvette Brindamour et Mercedes Palomino d'ouvrir le théâtre aux écoles sur semaine. Son initiative et ses pièces connaissent le succès. Il réalise ainsi son désir, faire découvrir au plus grand nombre de jeunes possible le goût du théâtre. Je pense qu'on a réussi, parce que je rencontre des gens qui ont dit « Oh, moi, le théâtre, je me souviens, vous avez Frisoli et la Fée d'Auduche, les aventures de Frisoli, l'île aux sorciers. Ça me rappelle des souvenirs, et c'était leur premier souvenir de théâtre. » Comme il l'affirme lui-même, André Caillou n'aurait peut-être pas entrepris tout ce qu'il a accompli sans Jacqueline, sa collaboratrice et complice de tous les instants depuis 40 ans. Célibataire endurci, André a 39 ans quand il épouse Jacqueline. Elle est veuve et 3 filles sont nées de sa première union. Marité, Renée et Marie-Josée. Au début, non, nous avons vécu 6 ans d'amitié, mais une amitié réelle, vraie. Je ne peux pas expliquer une amitié, mais c'est venu petit à petit. Et André m'a surpris énormément après 6 ans, un soir, qui m'invite par l'intermédiaire d'une autre personne à souper. Au moment du départ, il m'embrasse sur la bouche. Là, je ne comprenais plus rien. Et le lendemain matin, lui, il était dans un hôtel à une demi-heure d'où j'étais. Et le lendemain matin, à 8h30, apparaît dans la salle à manger. Je dirigeais à ce moment-là une maison de pension pour enfants. Et il est apparu, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben, il dit, je m'ennuie. Le tour commencé. Et voilà. Je conduisais, j'ai bloqué mon moteur, puis j'ai dit, tu ne peux pas me demander quelque chose de plus intelligent. Et voilà. Et j'ai dit oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
c'est vraiment la compagne idéale. Elle n'a pas du tout envie de me changer, elle me prend comme je suis. Ça, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un, ça. Et nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Elle s'était, par les circonstances de la vie, elle aussi, à cause de son veuvage, elle s'était trouvée à s'occuper de jeunes, à s'occuper d'enfants. On s'est trouvés tout de suite sur la même longueur d'onde, on s'est reconnus, si vous voulez, et puis que ça allait si bien, pourquoi pas continuer. Il souhaite avoir un 4e enfant, mais en vain. Il décide alors de se tourner vers l'adoption. Jacqueline racontera que dès qu'ils ont rencontré Martin, ils ont su qu'il serait Martin. J'aurais pas pu choisir un meilleur père. Si on me l'avait offert, j'aurais pas pu choisir. J'étais très, très chanceux au point de vue que on allait beaucoup au théâtre, on voyageait beaucoup. Comme je disais, il y avait beaucoup de gens qui venaient à la maison. C'était une enfance qui était bien chargée. Et c'est pour ça que j'ai été chanceux. André et Jacqueline forment un vrai couple. Je veux dire par là 2 êtres qui cheminent véritablement côte à côte, qui ont toujours été très solidaires l'un de l'autre. Bien sûr, comme tous les couples, ils ont dû avoir des moments très difficiles. J'estime que réussir un couple, c'est à peu près la chose la plus difficile qui existe dans ce monde. Et je mettrai en 2e partie élever des enfants. Mais je crois qu'ils ont réussi cette chose très rare, de former un couple. Aujourd'hui, je les trouve très touchants. Avec l'âge, ils se regardent et ils n'ont plus besoin de parler très souvent. Les regards suffisent. Et ça, c'est une chose qui, moi, me bouleverse chez 2 êtres qui ont longtemps vécu ensemble. En 1968, André ouvre les jardins de grand-père avec Jacqueline et ses filles. 6000 tout-petits les ont fréquentés depuis. Ils y suivent des ateliers d'art dramatique, conçus pour éveiller leur curiosité et développer leur personnalité. On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, mais on peut semer. Marie-Josée a pris la relève, avec le profond amour des enfants que lui a légué son père. Je mettais beaucoup d'importance sur la respiration, la pose de voix, mais ce qui était important pour nous, c'était asseoir leur personnalité. C'était leur donner quelque chose pour se défendre dans la vie. Dans une société où on nivelle tout par la base, qui puissent, avec leur originalité propre, leur vraie personnalité, qui puissent s'affirmer comme ça, puis pas avoir honte de leurs différences. De notre concert, et que vous avez fait un bel quelque chose alors. Tu restes là et tu bouges pas. Bon, c'est ça. Parce que... Oh. Alors toi, tu restes là, puis nous, on va se parler. Regarde, prends-moi dans tes bagages. Elle veut partir. Et là, ça y est, elle est partie avec ses doigts. Pomme de renette, pomme d'api, petit à pigre, et puis on est tellement contents. Optimiste et enthousiaste aussi. Bonjour mon père, bonjour ton mère. Oh Marisol, la lumière, Marisol. Je savais qu'il y aurait des surprises. Ben, ça c'est une belle surprise, reste entre nous deux. Et oui, comme c'est ça. Marisol qui m'a dédié sa thèse en communication. Elle est créatrice elle aussi. Et elle est allée à l'école du grand-père Caillou. C'est pour ça qu'elle m'a dédié, je pense. Hein. Qu'est-ce que tu as mis en exergue? J'ai placé un grand-père que j'ai choisi, André Caillou, à qui je dois une partie de mon imaginaire de grande fille.
te remercie beaucoup, ça m'a beaucoup touché. On a nos anciens et nos anciennes qui nous reviennent quelquefois comme ça. Et c'est toujours quelque chose qui nous fait chaud au cœur. Merci Marisol. Ça me fait plaisir. On m'avait promis des surprises. C'en est une belle celle-là. Aucun de ces pays-là n'est resté votre pays. Où avez-vous laissé votre cœur? Mon cœur. En Amérique du Sud, j'ai laissé ma fortune. En France, mes amis. En Suède et en Suisse, ma santé. En Allemagne, j'ai laissé 3 fils dans les camps. Et mon père et ma mère reposent en Roumanie. André Caillou est victime d'un infarctus en 1978 et abandonne alors le théâtre. Ce bémol à ses activités ne l'empêche pas de poursuivre son œuvre. Télévision, livres de contes, disques et tournées des écoles, conférences pour les aînés, livres de réflexion. Une œuvre soulignée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui lui a décerné le titre de chevalier de l'ordre de la Pléiade. Le philosophe et rêveur a toujours, quant à lui, son immensité à nous offrir. C'est ça, c'est juste d'aimer tout le monde, de pas voir de couleur. Tout le monde est... que tu sois pauvre, que tu sois riche, t'es la même personne. Que tu sois blanc, que tu sois noir, t'es la même personne. On a tous un cœur, puis on est supposé tous s'aimer. C'est pour ça que ça a été un modèle pour moi. Restez jeune, gardez cet imaginaire, cette fraîcheur d'imagination qui va vous permettre de créer. Puis la plus belle des créations, c'est ce que vous êtes en train de devenir. Et on ne devient que en aimant, c'est-à-dire en créant des relations. On ne peut pas devenir comme ça dans l'abstrait. C'est uniquement en exerçant nos facultés, notre potentiel amoureux, qu'on reste jeune. C'est une recette d'éternité, en définitive. C'est un homme très droit. Il est très droit et il ne fera jamais d'écart. Et je pense justement que c'est un modèle à suivre. Pour moi, c'est l'homme que j'aurais aimé être, je crois, et j'essaye de l'être. C'est la grande loi de la nature, être plus. La graine, elle n'aspire qu'à être plus, à devenir une plante. La plante n'aspire qu'à s'épanouir, qu'à former à son tour des graines, pour être plus et que la vie se répande de plus en plus. Et chacun de nous a cette loi inscrite dans ses gènes, dans son âme, être, devenir plus. Un gars très riche, très généreux, plein de talent. J'ai toujours... je pense que la première fois que j'ai rencontré, je ne pourrais pas me souvenir exactement là, de cette première fois. C'était comme si je connaissais ce bonhomme-là depuis toujours. Une présence bénéfique, un être d'exception, un être qui fait bon rencontrer, un être qui vous fait du bien. Et je reviens avec ce que je viens de dire à mon idée qu'il aurait pu être un grand gourou. Moi, personnellement, je ne me vois pas vivre avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on peut dire ça? Les atomes sont crochus. Je pense que c'est ça. Je ne peux pas dire plus que
Je l'aime autant maintenant qu'il y a 40 ans. Moi, je mise sur la vie. Jacqueline et moi, on a misé sur la vie. Puis on a raison. La vie a toujours raison de toute façon. Je suis un être en devenir. Souvent on dit, alors qu'est-ce que tu deviens? Alors je réponds, ben justement, j'essaie de devenir le plus possible. Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Peut mener au coupable. Et Etty Winthrop le sait très bien. Suivez les enquêtes d'Etty dans un instant.